d'abord, bienvenue. Merci à tous d'être venus voir cet atelier qui va nous permettre d'explorer un petit peu plus le sujet du Big Data en santé et essayer de définir avec vous et avec nos invités surtout les premières applications que l'on peut voir dans nos frontières et peut-être en dehors de nos frontières. L'ambition pour cette organisation qui a été menée avec l'Université d'été de la e-santé et Consorente, que je représente aujourd'hui. Je suis le directeur de l'innovation chez Consorente. Nous avons aujourd'hui une stratégie d'innovation qui est orientée mobilité, objets connectés et analytique, avec une grande partie Big Data. Nous sommes partenaires depuis maintenant 2 ans de la communauté CAS13 Mazamet et des laboratoires Pierre Fabre. Et donc nous avons décidé de pouvoir faire intervenir nos partenaires, nos confrères sur les sujets que nous avons pu identifier. Je voulais d'abord vous permettre peut-être de partager un petit peu un court schéma de ce qu'est aujourd'hui le Big Data et puis le marché de la santé. Nous, Consorente, sommes aussi présents au comité Big Data du Syntec numérique et nous participons à une étude en cours par le ministère de l'Industrie autour des sujets Big Data, un groupe de travail Big Data en santé. Bon, aujourd'hui, on va pas forcément s'étendre sur le débat du Big Data et savoir exactement comment le définir. Beaucoup le définissent uniquement comme un gros volume de données qui pourrait être traité dans le temps qui est estimé le temps réel de son cas d'application. Ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est effectivement qu'on a, dans le domaine de la santé, dans le marché de la santé, beaucoup de données à traiter, qu'elles sont variées et qu'il va falloir effectivement correspondre à un temps voulu. Donc le marché de la santé aujourd'hui, c'est le marché du système d'information de santé et de tout ce qui est la télésanté, qui vise à amener encore plus de données de santé aujourd'hui. Et nous avons pu identifier quelques bases de données qui sont ouvertes, des bases de données de la CNAM, également des bases de données sur l'hospitalisation et les décès. Nos invités vont nous en parler plus longuement. Donc, je vous le disais, on a quelques questions qui vont être abordées tout au long des présentations de chacun de nos invités. Mais ce qu'on va essayer de couvrir, c'est sur celle-ci, autour des premières opportunités à court terme, qui sont déjà en cours de réalisation sur certains projets. Quels sont également les freins à la mise en place de ces cas d'application. Et puis, les premières initiatives connues. On donnera la parole à Edouard, qui vient représenter Unicancer, qui vous parlera d'une initiative et d'un projet qui est déjà fonctionnel. Et puis, on essaiera aussi de poser la question à nos invités sur comment accélérer un petit peu sur ces domaines. Donc pour vous présenter l'ensemble de nos invités, aujourd'hui nous recevons Tristan Debove, qui est responsable opérationnel France chez Intersystem. Bonjour Tristan. Nous recevons également Mehdi Benchoufi, qui est président du think tank Club JAD, mais également docteur en médecine et agrégé de mathématiques. Parfait data scientist, j'ai envie de dire. Donc il nous parlera également de ses initiatives au sein d'Hôtel-Dieu et puis pour le club JAD, le think tank Club JAD. Edouard Bartuet, qui est un de nos confrères chez Sword, qui représente aujourd'hui Sword et Unicancer, qui ont mis en place donc un projet qui s'appelle Consor, avec un E, à ne pas confondre avec Consorente. Et puis Élie Lobel, qui est directeur de pôle projet et coordination de soins à l'ASIP Santé, qui va pouvoir, lui, nous dresser un portrait encore plus large des initiatives et des prochains projets de loi de santé. Donc je donne tout de suite la parole à Tristan. Tristan qui donc a mis en place, en dehors de nos frontières, via Intersystem, mais également dans nos frontières, des solutions permettant de traiter de la donnée de santé, qui va pouvoir nous parler un petit peu plus d'Intersystem. Alors, merci de me laisser la parole, de m'avoir invité. Intersystem est un éditeur américain qui est issu du MIT et qui a une forte composante technologique. Au démarrage, on produit de la technologie principalement autour de la base de données qui permet d'adresser les problématiques de Big Data. En fait, on a 2 activités technologiques avec tout un socle qui permet de faire du Big Data et aussi une activité verticalisée en santé. On produit des applications pour les centres hospitaliers et aussi un dossier patient qui est déployé dans pas mal de pays. Donc on peut citer les Pays-Bas, la Suède, le Chili, beaucoup d'États américains, ce qui nous amène à être au centre de la coordination des soins et de la collecte de données sur des territoires assez vastes avec des millions de patients. Donc quand on mélange les deux, entre le Big Data d'un côté avec la maîtrise technologique et puis l'application à des problématiques de coordination de santé à l'échelon national, régional ou des réseaux de santé privés, effectivement on a une certaine vision du Big Data.
dans la santé, en toute humilité. Donc je vais vous partager quelques éléments. On m'a demandé de faire l'introduction aussi un petit peu, donc voilà. Donc pour vulgariser, parce que en gros tout le monde fait du big data et vous entendez tous comme moi parler du big data un peu partout. Le big data, c'est a priori d'énormes volumes de données. On ne parle plus d'entrepôt de données, on parle de lacs de données. Si vous avez peu de données, vous pouvez traiter votre projet sans faire de big data. Donc il y a 3 caractéristiques, à mon sens, et on est là aussi pour en débattre. De très gros volumes de données. Ces données d'ailleurs peuvent être extrêmement variées. Ensuite, là-dessus on va plaquer, le mot a été lâché tout à l'heure, data scientist, et quelqu'un de plus expert comme moi est à ma gauche. C'est l'idée d'extraire de la valeur de ces données du sens. Donc on va plaquer des modèles statistiques, des modèles d'analyse, on essaie de trouver de l'intelligence dans tout ça, y compris dans les tweets, dans les masses de tweets, on peut trouver des choses. Tu en parleras juste après peut-être. Et le troisième point, c'est d'avoir ça dans un temps réduit et d'éviter le phénomène Météo France, où sur une zone spot, Météo France peut nous produire des prévisions météo à 3 jours, mais on les aura le 4e jour. C'est-à-dire que le temps de traitement, le temps d'analyse, il est trop long. Et voilà. Donc l'idée, c'est, face à ces enjeux, d'avoir une technologie ou un écosystème qui permet de résoudre tout ça. Donc il y a de la techno, il y a aussi beaucoup d'intelligence dans les phases d'analyse, et puis il y a de la performance. En santé, on est dans une problématique assez particulière. Alors le big data, on va le trouver, nous on intervient sur du big data à l'Agence spatiale européenne, qui a les plus gros volumes de données à l'heure actuelle, dans les banques, dans les aspects marketing, on parle beaucoup de big data. Dans la santé, et là je vous livre un partage d'une vision un peu personnelle, c'est un peu particulier, dans le sens où les données qu'on manipule, elles vont être, tout ce champ du big data en santé a 3 caractéristiques à mon sens importantes. Le premier point, ce dont il faut bien se rendre compte, c'est que les données de santé concernent 100% de la population sur un territoire donné. C'est quasiment le seul cas. Si vous prenez la banque, tout le monde n'a pas de compte en banque. Il faut plutôt être majeur, ou en tout cas avoir 16 ans. Donc réfléchissez bien à ça, 100% de la population sur un territoire est potentiellement concernée par de la data de santé qui peut remonter et qui peut alimenter le champ du big data. Le deuxième sujet, c'est que les données de santé, potentiellement, si on veut les travailler, eh bien, ça concerne la vie entière du patient. On est tous patients, et ça concerne même avant la vie du patient, comment on va traiter la grossesse, et après la vie du patient, puisque le patient lui-même va peut-être être facteur d'antécédents familiaux pour ses descendants. Donc on a une profondeur historique qui est énorme, et déjà rien que quand vous mélangez ces 2 éléments-là, sur une population, sur une 50aine d'années, vous vous trouvez avec des volumes de données absolument considérables, et il y a plein d'exploitations à en faire, on n'en est qu'au début. La troisième caractéristique, à mon sens, que j'avais noté, parce que moi j'ai un trou, oui, c'est la qualité des données. Je vous parlais tout à l'heure des tweets. Il faut savoir que les champs du big data sont d'abord focalisés sur que pensent les consommateurs de mon produit. Donc on va dans les tweets, on va dans les avis consommateurs, etc. On a monté des applications là-dessus. Et les données ne sont pas forcément extrêmement fiables. Quand on est dans la santé, on récupère de la donnée clinique, a priori, et donc elles ont déjà été qualifiées, elles ont déjà une certaine forme de qualité. Donc quand vous mélangez ces 3 éléments-là, vous trouvez avec quand même des paramètres assez significatifs pour faire du big data en santé. Et puis après, il y a une petite incise, je passe la parole. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver qui dénature un peu mon 3e critère sur la qualité de la donnée. C'est que ce qu'on observe, c'est que les objets connectés en tant que tels, en fait, sont un épiphénomène du big data. On peut aussi analyser le big data de la manière suivante, c'est qu'en gros, on récupère la donnée au point de consommation. Si vous faites du big data dans l'énergie, les compteurs Linky EDF, c'est tout simplement je récupère de la donnée au point de consommation. Si vous faites de l'objet connecté en santé, vous récupérez de la donnée au point de la production de soins, au point de la consommation de soins, si c'est à domicile. Et ces objets connectés ont d'abord un volet médical, et on commence à voir arriver beaucoup d'acteurs sur le sujet, mais n'oublions pas qu'il y a aussi des objets connectés non médicaux qui sont en train de pousser extrêmement fort. Il y a eu d'ailleurs un séminaire dans ces sessions sur les GAFA
comment eux essayent de pousser de l'objet pseudo-médical connecté. Potentiellement, demain, ça c'est bardé de capteurs qui vont aider au diagnostic. Ce n'est pas des objets certifiés médicalement, et pourtant ça va remonter de la donnée d'une certaine qualité et qu'il faudra traiter. Quand vous mélangez tout ça, vous avez potentiellement un vaste champ pour faire du big data en santé. Ce que mes confrères ne manquent pas de faire et vont potentiellement développer. Mais, donc pour vous, Tristan, aujourd'hui chez Intersystem, est-ce que vous avez déjà des systèmes de données de santé qui agrègent aussi des données venant de l'Internet des objets de wellness ou médicaux? C'est ce qu'on nous demande. Alors les objets médicaux, oui, on a monté, ça arrive de plus en plus dans pas mal de projets, ne serait-ce que pour travailler sur le soin à domicile. Un des grands sujets, c'est pas que en France, c'est effectivement l'ambulatoire et d'éviter les réhospitalisations. Donc vous prenez le parcours de la personne âgée, le détecteur de chute est un élément, et derrière il faut y adjoindre quand même pas mal d'intelligence pour détecter est-ce que c'est le capteur qui a chuté, ou est-ce que c'est vraiment la personne âgée, etc. Tout ça remonte dans du dossier patient, qui comprend d'ores et déjà toute la totalité de l'information concernant le patient. Donc son âge, ses paramètres biomédicaux, etc. Et fort de ça, on peut lever des alertes. Mais là, on est dans le traitement classique du parcours d'un patient. C'est plus vraiment du big data. Mais effectivement, l'objet connecté commence à remonter de la donnée dans les systèmes d'information. Et cela fait plusieurs années qu'Intersystem déploie sa solution au sens santé, médicale, en dehors de nos frontières. En France, très peu de cas d'application. Est-ce qu'il y a des freins particuliers? Moi, je ne dirais pas qu'il y a peu de cas d'application en France sur le big data. On a échangé avant la table ronde, et je pense qu'il y en a au contraire beaucoup qui sont en train d'émerger. Je ne pense pas que la France soit en retard par rapport au système étranger. La perception que j'ai, moi, c'est qu'il peut y avoir des freins, éventuellement, que Elie Lobel pourra développer, mais je dirais qu'ils ne sont pas spécifiques à la France. En revanche, une caractéristique importante, c'est que si vous prenez les systèmes américains, ils fonctionnent aussi beaucoup par réseau de soins. C'est-à-dire des réseaux de soins qui intègrent la totalité des acteurs du soin. En gros, les médecins sont salariés du réseau de soins. Donc, à New York, par exemple, on a équipé, nous, 3 réseaux de soins majeurs. On couvre 18 millions de patients. Ces réseaux de soins étant intégrés, ils maîtrisent de A à Z qui paye la cotisation, qui rembourse la cotisation, ce sont eux, qui produit le soin, ce sont leurs salariés et leurs organisations. Et ce faisant, ils se retrouvent avec effectivement des monceaux de données et surtout des intérêts économiques immédiats. À dire, voilà, là-dedans, qu'est-ce qu'on peut en faire pour trouver des tendances, pour trouver des corrélations, avec le risque de la personnalisation de la prime d'assurance. C'est quelque chose qui fait un peu peur, pour tout vous dire. Donc il y a des avantages à avoir des réseaux intégrés, il y a aussi des désavantages. Alors nous, on en couvre certains, donc j'ai parlé de New York. On a le Kaiser Permanente, qui est un gros réseau de la côte ouest, qui couvre je ne sais pas combien de millions de patients. On a les vétérans américains. Le système en prod lui-même était sur Techno Intersystem, et on a 150 000 utilisateurs quotidiens qui se connectent au système. Ça commence à faire de la donnée. Bon. Voilà. Donc il n'y a pas forcément de frein en France, je dirais pas ça. On a un système qui est peut-être moins coordonné, mais peut-être plus riche aussi. Donc, et qui va offrir, je dirais, des visions peut-être moins économiques et plus centrées sur la valeur ajoutée médicale, ce qui peut être un avantage à terme. Voilà. Merci Tristan. Mehdi, vous êtes plutôt porteur de projets orientés open source ou faisant intervenir les communautés. Vous pouvez nous en parler un petit peu et puis également de vos sujets au sein de Hôtel-Dieu. Oui, en effet. Alors, moi je rejoins tout à fait ce qui a été dit quant à la fois la définition, même s'il n'y a pas de définition définitive du big data, c'est un sujet qui est très mouvant. Mais en effet, c'est une nouvelle donne. Aujourd'hui, pour l'ensemble des systèmes de santé, c'est une grande promesse qui est chargée à la fois d'opportunités remarquables, on va essayer d'illustrer par quelques exemples, et qui est péjorée aussi par un certain nombre d'obstacles qui sont toutes nature, des obstacles méthodologiques, statistiques, éthiques, juridiques. Enfin, c'est un sujet qui est complexe, mais qui permettrait, en puissance au moins, de faire basculer la médecine d'une médecine dite thérapeutique, curative, au fond agressive, à une médecine préventive, sinon prédictive. Donc le gap, il est strictement monstrueux, et juste avant de revenir au sujet sur lequel vous m'interpellez, je pense que
depuis maintenant 50 ans, ce qu'on a appelé l'evidence-based medicine, qui a fondé la médecine moderne, est dite hypothesis-driven, c'est-à-dire qu'on formule des hypothèses et on essaie de les affirmer ou les infirmer. Là, la culture n'a plus rien à voir. On laisse les data parler, ce qu'on appelle la culture data-driven. Donc c'est un shift majeur pour l'ensemble des personnels académiques, de recherche, et donc transition trouvée vers le sujet, on trouve davantage d'agilité autour de ceux qui aujourd'hui jouent avec la data, avec des jeux très volumineux de data, et notamment dans les communautés ouvertes. Alors, il se trouve que je coordonne avec les laboratoires Roche et un laboratoire ouvert qui s'appelle la Paillasse, un gros projet autour de l'onco-épidémio, donc l'épidémiologie du cancer, et on essaye d'apparier, d'établir des passerelles non exclusives entre ceux qui détiennent un savoir extrêmement qualifié, très expert, donc on retrouve dans les grandes facultés, dans les grandes écoles, les grandes entreprises, et essayer de les connecter avec des amateurs très engagés, très agiles, très souples, très imaginatifs. Ce projet adviendra quelque part aux alentours du mois d'octobre. On lancera un grand appel à projet autour de l'épidémio cancer. Pour ce qui est précisément des exemples que je trouve un peu percutants, je crois qu'il y a l'épidémiologie infectieuse, sur laquelle je vais peut-être vous donner des exemples très simples, mais qui vous montreront comment on peut révéler les opportunités aujourd'hui qu'offre le big data. J'imagine que dans la salle, certains sont familiers de Google Flu. Donc c'est la capacité de Google aujourd'hui à anticiper sur la grippe, avant même que les systèmes de veille sanitaire ne soient mis au courant. Alors, en 2011, je crois que ça a commencé, je parle sous le contrôle d'Antoine, en 2011, ça a été très valide cette année-là, moins l'année suivante, encore moins l'année d'après, et cette année, le système s'est à peu près stabilisé. Donc, pour dire simplement qu'avec ces systèmes-là, on récolte des données, on code des algorithmes dessus, des algorithmes très simples, et on fait à peu près mieux que la Direction générale de la santé, l'Institut national de veille sanitaire. Mais le pendant, c'est qu'il y a des biais. Et des biais, il y en a énormément, et qui font que le big data, et ça je crois que c'est vraiment un des grands challenges, en tout cas j'y travaille à l'Hôtel-Dieu, c'est comment établir des éléments de méthode qui permettent de faire en sorte que les études soient reproductibles d'une année sur l'autre. Donc il y a à la fois, encore une fois, une grande promesse, une grande force, une grande vigueur dans ce domaine-là, mais il faut être extrêmement vigilant sur le plan méthodo. Un autre exemple, je ne sais pas si vous êtes familier de Tinder. Tinder, c'est une application de rencontre. Alors Twitter, on va commencer par Twitter, ensuite on va aller sur Tinder. Nous, on voit les sourires. Je vais vous accompagner progressivement, effectivement, je vois des sourires malicieux, espiègles. Oui, voilà. Privacité oblige, on ne le verra pas. Twitter aujourd'hui, tel que ça a été testé aux États-Unis, est au moins aussi fiable que les instituts nationaux pour faire de la veille épidémiologique sur le VIH. Tinder. Pas mal. Twitter. Je commence par Twitter. D'accord. Step by step. Et Tinder a été testé cette année dans 4 États, à ma connaissance, aux États-Unis. Et on montre que les comportements sexuels à risque tels qu'on les détecte sur Tinder sont exactement ceux qui permettent d'être prédictifs de l'épidémiologie du VIH aux US. Enfin, quelques États des US. Alors, qu'est-ce qu'on gagne? Au fond, on est en train de valider une data, en tout cas la qualité d'une data, eu égard à une donnée qu'on a déjà. En fait, le shift, il est de nature. Première chose, c'est que vous disposez d'une data qui est en temps réel, quasiment en temps réel. Donc là, pour les épidémiologues, pour les instituts de santé publique, c'est majeur. On peut intervenir directement. Et ensuite, pour le domaine de la recherche, vous gagnez au fond en profondeur d'analyse, notamment sociologique, puisque vous allez pouvoir apparier les éléments de comportement sexuel à risque avec d'autres éléments qui sont parfois pas connus. Et ça, pour le big data, c'est quelque chose aussi qui me paraît extrêmement fort. Enfin, je conclurai d'un dernier exemple, mais je tâcherai de problématiser si tu étais là à l'occasion. Donc là, j'imagine Spotify, tout le monde connaît cette solution de streaming, et qui illustre un autre aspect des big data, c'est essayer de détecter des phénomènes un peu insolites, un peu inaudibles, parce qu'avec ces volumes très conséquents, on peut aller zoomer et observer beaucoup plus finement des sous-populations. Et alors, ils ont une idée assez remarquable, c'est dans le cadre de la pathologie psychiatrique européenne, essayer de regarder quels étaient les comportements des auditeurs de Spotify, et ils leur demandaient de s'exprimer non pas par des mots, mais par des playlists. Donc ils ont pris un pool de 2 à 3 000 personnes
il y avait un certain nombre de personnes qui étaient tout à fait libres, je veux dire, libres de toute pathologie psychiatrique, d'autres qui étaient atteints et notamment du syndrome dépressif. Et au lieu de leur demander de mettre des mots sur leur douleur, mais mettre des sons. Ils ont analysé ça et ils ont observé, donc je crois que ça a duré près d'un an, des masses très conséquentes de data, qu'il y avait un phénomène qui était inconnu jusqu'alors, qu'on appelle Manic Monday, qu'on a étiqueté alors Manic Monday. C'est que le lundi, manifestement, il y a un infléchissement de l'humeur généralisé parmi les personnes qui sont atteintes de troubles dépressifs, mais aussi parmi les personnes qui sont plutôt, en tout cas, qui se sentent plutôt bien. Donc, alors ça, peut-être qu'on savait déjà. Alors, il y a effectivement des hypothèses professionnelles, mais en neutralisant même, et ça c'est quand même intéressant, en neutralisant même l'élément professionnel, ça ne suffit pas à poser la question. Donc voilà, donc, juste pour vous donner quelques éléments qui montrent que le temps réel, ces nouvelles données qui sont très hétérogènes, très déstructurées, l'observation de sous-population, ça c'est une donne nouvelle et précieuse pour l'ensemble de la médecine. Et donc, contrairement à ce que disait Tristan sur la donnée de qualité qu'on trouve dans les systèmes d'information de santé, la donnée qui est ouverte, qui est sur Internet, qui permet aussi de prédire des choses, est très très importante et peut-être d'ailleurs cible de premières applications. Alors, je suis d'accord avec Tristan et avec moi-même. C'est-à-dire que si vous permettez, ça tombe bien. Non, ce que dit Tristan, c'est juste, il y a un gros débat aujourd'hui sur essayer de s'efforcer d'avoir des standards de données bien structurés parce que ça complique l'analyse. Néanmoins, les outils, notamment les outils open source tels Hadoop, pour les choses, par exemple dans les détails techniques, qui ont été mis en point, ont été spécifiquement pensés pour la donnée non structurée. Et donc, pour ceux qui sont des praticiens, des data analystes, on souffre aujourd'hui beaucoup plus avec de la donnée bien architecturée, avec des données de type XML, pour être précis, plutôt que d'utiliser des données de Twitter. Voilà. Donc, bon, il est difficile de trancher dans ce débat-là. Très bien. Merci beaucoup, Mélie. Merci. Édouard, je vous laisse la parole. Vous allez nous présenter le projet Consort. Donc, je disais qu'il n'a rien à voir avec Consort NT, que vous avez pu intégrer depuis maintenant 2 ans, c'est ça, avec la Fédération de lutte contre le cancer. Je vous laisse présenter parce que c'est très très intéressant pour l'ensemble. Donc c'est un projet qui a débuté il y a effectivement 2 ans avec Unicancer, qui est la fédération qui rassemble les 18 centres en France de lutte contre le cancer. L'objectif du projet, c'est d'arriver à récupérer des données dans chacun des établissements pour pouvoir constituer des cohortes de patients qui ont un certain nombre de caractéristiques communes pour pouvoir mener des essais thérapeutiques, ou en tout cas voir s'il est intéressant de pouvoir lancer un essai thérapeutique. Donc on intègre 18 établissements, on a plus de 100 millions de documents au total. On n'est pas forcément dans le big data, mais on est quand même sur un volume de données qui est assez conséquent. Surtout que là, on parle de documents et de documents non structurés, donc ça peut être un compte-rendu d'hospitalisation au format Word, au format PDF, ça peut être une ordonnance de sortie, et on va en fait nous traiter ces données pour les restructurer, être capable d'extraire par exemple les pathologies qui sont mentionnées à l'intérieur, mentionner les médicaments, et autres concepts intéressants dans le domaine médical. Donc au final, on va générer de la donnée et être sur des volumes beaucoup plus conséquents que les 100 millions de documents qu'on avait initialement. Les objectifs du projet, donc améliorer la qualité de soins, c'est une première chose, en permettant aux praticiens d'avoir une vision depuis une seule application de l'ensemble des données qui concernent un patient. Aujourd'hui, quand un cancérologue traite un patient, il pourra aller voir un compte-rendu d'hospitalisation dans une application, il verra le résultat d'une réunion de consultation pluridisciplinaire dans une autre application. Là, l'idée, c'est de donner en un point unique, accès à toutes les données du patient. L'autre objectif du projet, je vous en ai parlé, c'est de constituer des cohortes, donc pour voir s'il est intéressant de mener un essai thérapeutique. Il y a une phase qu'on appelle le pré-screening, qui consiste à dire combien de cas de patients candidats on a pour savoir si l'essai peut être lancé ou non. Dans le cas des pathologies rares, on a quelques personnes dans chaque établissement, et donc on est obligé de fonctionner en réseau pour qu'au global, sur l'ensemble des centres, on arrive à constituer une population suffisante. Et même sur certaines pathologies très rares, la France n'est pas suffisante, et là il faudrait lier avec d'autres pays. Et c'est une des extensions du projet qui est en cours pour travailler notamment avec les pays du Benelux afin de mener des essais thérapeutiques de plus grande ampleur au niveau européen.
Un autre objectif du projet, c'est de faire de la médecine qu'on appelle translationnelle. Donc là, c'est réellement analyser les données et, par analyse des données, faire remonter des signaux forts ou des signaux faibles qu'on transpose ensuite aux soins. Donc un exemple qui est sorti au mois de juin, là c'est tout récent, par l'université de Stanford aux États-Unis, qui a montré par l'analyse de 16 millions de documents issus de 3 millions de patients, que la prise d'inhibiteurs de la pompe à protons pouvait entraîner un risque plus élevé d'infarctus. Donc là, ce n'était pas une analyse issue du soin, issue des patients, c'est réellement l'analyse des données des dossiers patients qui a montré une corrélation entre les deux facteurs. Donc là, on est effectivement sur un changement de paradigme entre des médecins qui seraient seuls face aux patients, qui devraient tirer des conclusions, et puis ce que peuvent apporter les systèmes d'information en montrant des corrélations, des liens entre des pathologies et des médicaments, des interactions médicamenteuses, et puis des facteurs environnementaux plus larges, le fait que certains patients habitent une région donnée et que dans cette région, on constate un plus grand nombre de cancers. C'est un projet qu'on a en cours en ce moment avec la région Rhône-Alpes, qui a montré qu'on avait certains types de sarcomes qui étaient beaucoup plus présents dans une partie de la région que partout ailleurs sur le territoire. Donc on voit l'intérêt d'avoir ce genre d'informations pour ensuite aller creuser et pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce bassin de population. Est-ce que c'est un facteur environnemental? Est-ce que c'est des facteurs sociaux, économiques? Est-ce que c'est des facteurs environnementaux? Et voilà. La façon dont le projet a été mené, donc je vous le disais, on s'appuie sur les documents du dossier patient et en fait on va aller analyser le contenu de ces documents par du traitement automatique du langage pour faire de l'extraction de concepts et arriver à constituer comme ça une vision du dossier avec l'ensemble des métadonnées et des concepts qu'on a dans le dossier. Ça permet ça en fait de restructurer l'information. Et quand on utilise un moteur de recherche, de ne pas avoir uniquement de la recherche plein texte, mais aussi de la recherche précise sur des pathologies données, sur des symptômes particuliers ou des médicaments particuliers. On verra un petit peu plus loin des captures d'écran de l'application. Vous verrez comme ça qu'on peut constituer des avec un formulaire de recherche avancé, des recherches très précises en combinant des opérateurs et ou des informations qui soient au niveau du patient, au niveau d'un document lui-même. Voilà. Donc la solution aujourd'hui est plutôt basée sur de la recherche, elle n'a pas une forme d'intelligence pour identifier automatiquement Alors, ce qu'on a voulu faire, c'est constituer dans un premier temps un fameux lac de données, comme Tristan l'expliquait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on traite en amont l'ensemble des documents pour arriver à restructurer l'information, et ensuite on va venir exploiter cette information. Donc le premier usage, le plus simple, c'est que l'utilisateur vienne lancer lui-même sa recherche sur l'ensemble de ces données. Donc l'utilisateur va dire qu'il fait une recherche de contenu plein texte et de contenu structuré, il peut mêler les deux, et ça va faire émerger comme ça l'ensemble des patients qui correspondent aux critères. Donc on va retrouver 80 patients, 60 patients, on peut raffiner les critères, on a ajouté des filtres supplémentaires jusqu'à atteindre la granularité qui nous intéresse. Mais il y aura d'autres usages derrière, puisqu'on aura des données qui auront été restructurées, qui seront pertinentes, et là on va pouvoir appliquer des algorithmes de traitement automatique pour justement rapprocher et faire des corrélations qu'on n'avait pas identifiées au départ. Donc pour nous, le vrai travail, c'est d'arriver à créer le big data. On ne l'a pas initialement, c'est-à-dire qu'on a un nombre de documents important, mais qu'il est difficile d'analyser en tant que tel. Et on va restructurer l'information, ce qui crée un volume de données plus important, mais qui là est analysable. Donc concrètement, la donnée est dans chacun des centres qui participent au projet, et il faut un certain temps pour pouvoir l'agréger et l'indexer. Alors en fait, justement, on a une instance de consort, une instance du produit qui est présente dans chaque établissement, qui traite les données du centre. On a dans le slide d'après un exemple. Ce qui fait que chaque instance traite un volume relativement réduit de documents. On a 10 millions de documents, par exemple au Centre Curie à Paris. On en a un petit peu plus à l'IGR. On a 5 millions de documents à Montpellier ou Dijon. Ce qui reste analysable et traitable relativement rapidement. On est de l'ordre de 24 heures pour traiter l'ensemble de ces documents. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on fait de la recherche fédérée ensuite. C'est-à-dire qu'un établissement est capable, en peer-to-peer, d'appeler
tous les autres établissements pour voir combien de patients correspondent aux critères. Voilà. Donc on a réparti la charge de traitement dans chaque établissement pour que le temps global de calcul reste acceptable, et on interroge les gisements séparément pour constituer la réponse globale. Je crois qu'on a quelques écrans de votre solution. Oui, je vais me lever pour vous les présenter, sinon c'est difficile. Donc là, c'est le formulaire de recherche dont je vous parlais, où on a la possibilité de combiner des recherches entre elles. Donc là, on voit qu'on va rechercher des patients qui ont ici une tumeur maligne du sein, qui ont pris un médicament qui s'appelle paclitaxel et qui ont plus de 40 ans, ou qui ont ici d'autres critères qui ont été renseignés. Bon, on est capable comme ça de coupler à loisir les éléments pour constituer sa cohorte sur les critères qui nous intéressent. Et vu que les données ont été enrichies avec des référentiels qui ont été structurés dans une ontologie, on va dire que la donnée a été agrégée et homogénéisée surtout. Bien qu'on ait 10 sources de données différentes en entrée, on est sur des choses qui ont été ramenées vers un format pivot simple à traiter, et on peut avoir comme ça des listes déroulantes sur les médicaments, sur les pathologies ou tout autre élément, bien que dans les documents au départ c'était du vocabulaire médical courant qui a été utilisé. Parce qu'il n'y avait pas forcément de code SIM10 ou de code CCRM dans les documents. On a traité le langage naturel tel que le médecin peut l'exprimer, on a ramené ça vers des codes, et ensuite du coup c'est analysable relativement simplement. Pour mener un tel projet, vous avez dû mobiliser donc les centres. Je pense que tous les centres ne sont pas aujourd'hui participants sur ce projet-là. Alors le projet a débuté il y a 2 ans effectivement sur une phase prototype avec 5 établissements seulement en France. Ça a permis de valider que le concept était intéressant. Les résultats sont réellement encourageants. Et là on est sur une deuxième phase de déploiement et de généralisation dans plus d'établissements, pour atteindre d'ici fin 2016 l'ensemble des 18 établissements français. D'accord. Donc il y avait une logique forte de sécurisation de la donnée et de gouvernance. Alors là, on a adressé cette question effectivement par l'architecture du projet. On n'a pas voulu constituer un entrepôt unique de l'information qui aurait posé ces problèmes de sécurité et de confidentialité. On a choisi de faire les entrepôts de façon séparée pour que chaque établissement reste propriétaire de ces données. C'est extrêmement important. On n'a pas comme ça de données médicales qui circulent sur Internet, avec tous les risques que ça implique. Chaque établissement conserve ces données dans son gisement et va juste répondre aux interrogations des autres centres en renvoyant un nombre de patients qui correspondent aux critères. D'accord. Dernière question, donc du coup il y a une logique de financement qui était certainement difficile à résoudre. Alors, nous on travaille avec Unicancer, la tâche difficile était surtout de leur côté, effectivement. Il y a eu un gros boulot de fait pour mobiliser l'État, mobiliser aussi l'ensemble des centres pour montrer l'intérêt d'un tel projet. C'est pas forcément simple comme projet, j'espère avoir été à peu près clair en vous l'expliquant, mais quand on va voir les DSI pour leur expliquer le potentiel d'un projet comme ça, on n'a pas tout de suite un accord franc et massif. Donc il y a eu une étape de pédagogie, d'essayer de convaincre, et puis la fédération a réellement joué son rôle là-dessus en allant rencontrer des gens et en essayant de les impliquer dans le prototype, en absorbant une partie des coûts initialement et en disant si le projet est un succès, dans ce cas-là, vous viendrez vous insérer avec un financement que vous donnerez si vous y trouvez votre compte. J'ai quand même une dernière question. La course aux data scientists en ce moment est bien présente. Il y a eu l'intervention d'un data scientist sur ça? Alors on a l'intervention de médecins. Okay. C'est fondamental. Tout à l'heure, on parlait de l'appel à projet sur l'exploitation des données du Big Data. Nous, j'avoue qu'on n'aurait pas pu travailler sans un médecin qui puisse nous dire quelles étaient les informations qu'il fallait extraire dans les documents et quels étaient les raisonnements à mener pour restructurer l'information. On avait notre approche technique des choses pour faire une analyse linguistique des documents. On est capable d'aller repérer les négations, les formes d'hypothèses dans les documents. On est capable de repérer les pathologies, les médicaments, mais ça nous est difficile, à nous techniciens, de savoir
comment on peut les exploiter et comment on peut restructurer cette info. Et donc là, le rôle des médecins était crucial. Sur la deuxième partie, quand on parle des algorithmes d'analyse statistique, là, c'est plus du travail de data scientist. Voilà. Donc je dirais que tout ce qui a été la restructuration de l'information se fait réellement en binôme avec le corps médical et les techniciens. Sur la partie data scientist, ensuite, on peut être plus sur une approche statistique des choses. Merci pour ce premier exemple des cas d'application. Elie, donc, vous avez suivi ce projet, vous êtes d'ailleurs celui qui nous a mis en contact avec Unicancer, merci. Vous avez donc peut-être un avis assez tranché sur la manière dont a été mené ce projet et comment pourraient être menés les prochains. Alors, donc, moi je suis au sein de la ZIP Santé, qui est l'agence du ministère de la Santé en charge de développer la santé en France. Donc nous, on n'est pas directement un acteur du Big Data dans le sens où c'est pas notre job à nous de traiter, d'analyser des grandes quantités de données. Mais par contre, c'est un enjeu qu'on suit d'extrêmement près, parce que c'est un enjeu clé des travaux d'urbanisation de la e-santé qui sont au cœur du métier de la ZIP Santé. Et pourquoi c'est un enjeu clé? C'est cette urbanisation de la e-santé, c'est-à-dire promouvoir la dématérialisation des données de santé, promouvoir leur partage, promouvoir leur échange. Il y a une première finalité qui est la finalité de la prise en charge individuelle, de la santé individuelle, mais il y a aussi une finalité de santé publique. Et en promouvant la dématérialisation, le partage et l'échange des données de santé, on donne aussi des outils. On outille la capacité à créer ces bases de données et à favoriser l'émergence d'applications de Big Data. Donc c'est un sujet qui nous intéresse énormément. Donc d'ailleurs, les technologies là, qu'Edouard vient de présenter, qui ont été mises en œuvre dans le cadre du projet Unicancer, ont d'abord été testées dans le cadre d'un projet de R&D qui s'appelle l'Érudit, qui est un projet qui a piloté la ZIP Santé en préfiguration de ses travaux, d'une part sur le DMP, et puis d'autre part avec les médecins urgentistes. Donc l'Érudit avait pour objet de permettre de développer un prototype démontrant la capacité qu'on peut avoir à analyser en temps réel, en quelques secondes, un dossier patient pour mettre à disposition d'un médecin urgentiste. Donc on est dans le cas d'usage d'un patient qui arrive avec un dossier informatisé, donc c'était un peu prospectif, l'Érudit c'était de la R&D. Donc on est dans le cas d'usage d'un patient qui arriverait avec son dossier, qui arriverait au service d'urgence d'un hôpital où il n'est pas connu. On peut accéder à son dossier médical informatisé type DMP, mais évidemment le médecin urgentiste n'a absolument pas le temps de lire tous les documents structurés, non structurés qui sont présents dans le dossier. Est-il possible, par les technologies de traitement automatique du langage, en quelques secondes, de faire ressortir les informations clés que le médecin urgentiste a besoin de connaître pour la prise en charge du patient. Donc c'est de là que sont nées, mais ces technologies-là ont été testées dans ce contexte-là. On a montré la faisabilité, on l'a évalué in vitro, on ne l'a pas encore mise en œuvre in vivo, mais on l'a évalué, on est allé assez loin dans l'évaluation, on a démontré que ça fonctionnait. Et donc je suis assez content de voir que ces travaux ont donné naissance à ce projet maintenant opérationnel qu'on sort avec les fédérations de lutte contre le cancer. Donc ce que je voulais dire, c'est que c'est un sujet qu'on suit donc d'extrêmement près à ZIP Santé pour les raisons que je viens d'indiquer. Et on a des atouts stratégiques en la matière en France. Donc ça c'est un point important. On a des atouts stratégiques parce qu'on a des bases de données en matière de santé qui sont d'une part le SNIRAM, d'autre part le PMSI, qui sont de véritables atouts stratégiques, même s'ils ont leurs limites, et on y reviendra, dans le sens où on est un des rares pays qui dispose sur l'ensemble de sa population, l'ensemble des assurés, l'ensemble des bénéficiaires de l'assurance maladie, donc quasiment l'ensemble de la population, de données que je qualifierais de médico-administratives, avec une capacité à y accéder et un historique de plusieurs années sur ces données. Donc il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde qui disposent de ce type de données, et c'est un atout. Alors c'est un atout parce que la loi de santé publique qui est en cours de discussion va faciliter l'exploitation de ces données. Elle facilite l'exploitation de ces données
parce que, d'une part, dans l'article 47, alors la loi n'est pas encore votée de façon définitive, elle est passée en première lecture à l'Assemblée nationale. Enfin, je ne suis pas juriste, mais enfin, vous connaissez, là, il faut que ça fasse la navette entre l'Assemblée nationale, le Sénat, donc voilà, ça prend un petit peu de temps. Mais dans l'article 47 de cette loi, il est prévu donc, de pouvoir utiliser le NIR, donc le numéro de sécurité sociale, comme le nouvel identifiant national de santé. Donc je pense que la plupart des gens dans cette salle ont suivi le sujet de l'identifiant national de santé. La CNIL initialement ne voulait pas qu'on puisse utiliser le numéro de sécurité sociale comme identifiant national de santé. Donc dans le cadre en particulier de la mise en œuvre du DMP, on a mis en œuvre à titre temporaire un identifiant qui s'appelle l'INS calculé, qui était prévu pour être temporaire et devoir être remplacé à terme par un identifiant national nouveau pour les données de santé. Et donc là, l'élément très positif qui émerge avec la loi, c'est que ce nouvel identifiant, en fait, c'est pas un nouvel identifiant, c'est le numéro de sécurité sociale. Et donc ça ouvre des perspectives intéressantes qui doivent être évidemment contrôlées, parce qu'il faut pouvoir aussi assurer le droit des patients, enfin s'assurer que cela se fait dans le respect des droits des patients. Donc il y a un enjeu à trouver entre vouloir ouvrir et vouloir respecter le droit des patients. Il faut trouver le bon équilibre entre les deux. Et donc la loi de santé non seulement permet de chaîner différentes données à travers le NIR, et puis crée aussi ce qui s'appelle le Système national des données de santé, donc qui agrège d'une part la base SNIRAM de l'assurance maladie, d'autre part la base PMSI qui est la base qui donne tous les éléments concernant les hospitalisations qui ont lieu, donc l'intégralité des hospitalisations qui ont lieu en France, les données de décès qui proviennent d'une base qui s'appelle CEPIDC, et puis des données aussi concernant, plus dans le domaine médico-social, les personnes handicapées. Et donc la possibilité qu'on va avoir de chaîner toutes ces données, de disposer dans certaines configurations du numéro de sécurité sociale, donc potentiellement d'aller chaîner ce premier lac de données avec d'autres données cliniques, parce que on va dire la limite de ce que je viens de décrire, c'est que dans ce lac de données que je viens de vous décrire, il y a finalement peu de données cliniques. Il n'y a aucune donnée biologique, il y a peu de données cliniques, il n'y a pas de données d'imagerie, a fortiori pas de données encore plus avancées de type données génomiques. Donc il sera possible dans un cadre qui doit quand même faire l'objet d'autorisation CNIL, donc on n'est pas dans de la donnée complètement ouverte, même s'il est prévu dans le texte de loi qu'une partie de ces données-là, sous certaines réserves, c'est-à-dire qu'il ne soit absolument pas possible d'identifier le patient, même de façon indirecte. Donc il est prévu qu'une partie de ces données-là puisse être complètement disponible en mode open data, donc les modalités restent à préciser par des décrets d'application, mais néanmoins le texte de loi prévoit que ce soit possible. Mais pour aller plus loin, en tout cas dans de l'analyse, il sera possible de chaîner par exemple ces données-là au niveau individuel avec des données de cohorte contenant des données cliniques et contenant des données biologiques. Donc voilà, ce que je voulais simplement mettre en exergue, c'est qu'on dispose en France d'un atout très intéressant dans le domaine, avec un arsenal juridique qui est en train de rendre possible un certain nombre d'analyses dans les prochains mois et les prochaines années. Et je pense qu'il y a effectivement un intérêt très fort à développer une filière scientifique de recherche avec des outils industriels en France pour potentialiser l'usage de ces données en santé, toujours dans le respect des droits du patient. Est-ce qu'il existe du coup des puissances lobbyistes, qui se tiennent prêtes à utiliser ce nouveau système de santé, ou ça traduirait peut-être les prochains cas d'application, puisqu'on doit répondre à cette question aujourd'hui? Les laboratoires pharmaceutiques, entre autres. Je ne sais pas à quoi vous faites référence en disant puissance lobbyiste, mais ce qui est intéressant donc, dans le texte de loi, c'est que le texte de loi prévoit explicitement que l'autorisation d'accès à ces données ne sera donnée que sur des finalités clairement exprimées, avec des garde-fous extrêmement précis, et on va dire un comité d'éthique, entre guillemets, qui est garant de l'usage de ces données. Donc je fais bien la différence, donc c'est important, et c'est l'esprit du texte de loi, entre des données pour lesquelles on considère qu'il n'y a pas de risque de mésusage et d'identification indirecte d'un patient qui, elles, pourront être mises à disposition vraiment en mode open data, donc complètement ouvert. Donc là, il n'y a pas de limite à leur exploitation, à des recherches qui nécessitent d'accéder à des données plus fines, qui potentiellement présentent
des risques de réidentification pour lesquels donc, un comité d'éthique doit statuer sur la pertinence de la recherche, sur sa finalité, qui indique même que dans certains cas, il peut y avoir besoin d'un tiers de confiance qui va procéder aux analyses si le promoteur de la recherche ne présentait pas toutes les garanties que le comité d'éthique juge nécessaires. Donc il peut y avoir besoin d'un tiers de confiance. Et dans ces conditions, les analyses peuvent être réalisées et donc permettre effectivement de progresser sur cette dimension épidémiologique avec des finalités tout à fait légitimes. Oui, alors juste un petit point que je voudrais préciser aussi qui est intéressant, c'est qu'il est prévu que ce comité d'éthique doit rendre son avis dans des délais courts pour éviter des problématiques qui ont pu se produire par le passé où l'instruction des demandes prenait des mois et des mois et donc prévenait la réalisation de recherches tout à fait légitimes de santé publique. Donc selon vous, Élie, premier cas d'application majeur, pharmacovigilance, médecine préventive, aide au diagnostic. Alors là, c'est justement l'intérêt de ce type de démarche, c'est que la créativité, elle est pas centralisée, c'est de permettre à l'ensemble des acteurs de l'écosystème de trouver des applications et des finalités extrêmement pertinentes qui vont pouvoir émerger de ces données. Donc oui, bien évidemment, les sujets de médecine préventive peuvent être au cœur de cette recherche. Et on pourrait imaginer, alors, moi j'ai eu l'occasion de voir là, au cours d'un des voyages que j'ai réalisé, des travaux qui sont menés dans une des 4 HMO israéliennes qui s'appelle Clalit, donc qui est un petit peu l'équivalent d'un organisme d'assurance maladie, mais sauf qu'ils ont, enfin, comme on décrivait tout à l'heure, aussi les hôpitaux, les centres de santé, etc. Et donc ils agrègent, pour les 4... Clalit suit à peu près 4 millions de patients, et ils agrègent depuis une quinzaine d'années l'ensemble des données concernant ces patients pour le suivi, on va dire, médico-administratif, mais ils disposent aussi, parce que ça remonte, on est sur un système verticalisé finalement, où ils ont à la fois le suivi médico-administratif, mais aussi tous les centres de santé, donc ils ont aussi des données cliniques, des données biologiques. Et donc là, ils ont mis en œuvre maintenant depuis quelques années des actions extrêmement intéressantes de médecine préventive, donc par exemple dans l'insuffisance rénale chronique ou dans le diabète, où ils sont capables d'identifier parmi les patients atteints d'insuffisance rénale chronique ou parmi les patients atteints de diabète, ceux qui sont à risque dans 5 ans, donc ils sont capables de stratifier leur population pour être capables de déterminer parmi ceux-là, ceux qui sont à risque dans 5 ans, soit de devenir, pour les patients diabétiques déséquilibrés, c'est-à-dire avec des HbA1c qui deviennent hors de contrôle, pour lesquels le traitement n'est plus efficace, et donc avec des complications majeures et catastrophiques, macro-angiopathiques, micro-angiopathiques, et ensuite avec une qualité de vie ultra dégradée pour le patient, et puis des coûts évidemment de prise en charge qui explosent, ou bien pour les patients atteints d'insuffisance rénale chronique, ceux qui sont à risque de devenir à insuffisance rénale chronique terminale, et donc avec des dialyses plusieurs fois par semaine, donc là aussi une qualité de vie extrêmement dégradée pour le patient, et des coûts de santé qui explosent. Et donc là on voit qu'on a un intérêt conjoint finalement de l'assureur. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'eux ils disent qu'ils sont dans le business de vous garder en bonne santé. Et donc c'est super intéressant comme approche. Ils disent nous on fait du data-driven policy, parce qu'on est dans le business de vous garder en bonne santé. Ce qui nous intéresse, c'est que les gens qu'on suive, qu'on les garde en bonne santé. Et donc grâce à ces algorithmes-là, on est capable de stratifier, on est capable d'identifier les 10% de patients diabétiques, les 10% de patients en insuffisance rénale qui sont à risque de passer donc soit dans un diabète déséquilibré, soit dans une insuffisance rénale déséquilibrée, et donc de les prendre en charge préventivement dans des programmes de coaching hyper intensifs pour justement réussir à diminuer de façon significative. Et dans le diabète, ils ont réussi à diminuer par 2 le nombre de patients qui sont passés en diabète déséquilibré, et donc apporter une meilleure qualité de vie pour le patient, et puis aussi avoir des coûts qui en découlent diminués pour l'assurance. Donc voilà, donc on voit qu'il y a des enjeux majeurs, on voit qu'il y a des applications majeures, il faut qu'on soit capable en France de libérer ces potentialités.